Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est un Smart Impact format XXL que je vous propose aujourd'hui. 1 heure d'émission avec la rubrique Prêt pour l'impact. C'est la question que je pose une fois par semaine à un ou une chef d'entreprise, une personnalité qui compte dans l'économie française. Cette semaine, grand entretien d'une demi-heure avec Thierry Blandinière, le président d'Invivo, l'un des premiers groupes européens de l'agroalimentaire, 15 000 collaborateurs, près de 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Quel bilan RSE, comment accompagner le monde agricole vers des produits plus simples, plus locaux. Le modèle économique d'Invivo change-t-il depuis que le groupe est devenu société à mission en 2020? Beaucoup de questions à lui poser tout à l'heure. Dans ce Smart Impact, je reçois également Élodie Bongui, la DG de Calisteo, qui vient d'obtenir le prix d'excellence de la planification écologique pour sa solution de meilleure gestion énergétique des territoires et des sites industriels. Le débat de notre émission, il portera sur la pollution plastique, les solutions prônées notamment par l'Association des entreprises pour l'environnement. On verra si c'est possible d'empêcher la prolifération des nanoplastiques. Et puis dans notre rubrique Startup, je vous présenterai Roule et sa solution de don de véhicules pour aider les Français qui n'ont pas de solution tout simplement de mobilité. Voilà pour les titres, c'est parti pour ce Smart Impact format XXL. L'invité de ce Smart Impact, c'est Élodie Bongui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la directrice générale de Calisteo, entreprise créée à Nice en 2010. Votre métier, c'est d'analyser, d'améliorer la consommation électrique de vos clients. Vous étiez déjà venu nous en parler dans cette émission, mais présentez-nous Calisteo en quelques mots. Alors Calisteo, c'est une entreprise innovante, donc créée il y a plus de 10 ans, qui a pour objectif d'accompagner les sites industriels dans la mesure et la réduction de leur consommation d'énergie. On aide nos clients à comprendre leur consommation et à la réduire de minimum 10%, voire 15%, 20%. Ça dépend en fait des typologies de projets. Avec quels outils? Alors en fait, on a développé un système de mesure intelligent qui s'appelle le Lynx, qui est un boîtier intelligent qui permet de récupérer toutes les données disponibles sur un site, de les analyser en temps réel et grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle d'identifier les économies qui sont à réaliser sur le site. Et alors ça peut marcher dans toutes sortes de sites. J'ai lu en préparant l'émission, ça va d'un stade à une... Alors il y a des sites industriels, mais évidemment, mais stade, gare, ça marche aussi, quoi. Oui, en fait, ça marche absolument dans toutes les typologies de bâtiments. Donc les sites industriels, les stades, les gares, les musées. Et aujourd'hui, la solution est installée dans plus d'une quarantaine de pays. Donc, effectivement. Je me posais la question, une gare, par exemple. Une gare, oui. Comment optimiser, maîtriser sa consommation d'énergie dans une gare? C'est à chaque fois le même processus, c'est-à-dire c'est d'abord collectons les données, puis ensuite on va trouver les leviers à activer? Exactement. En fait, vraiment, le principe, c'est de dire qu'on ne peut réduire que ce que l'on mesure. Oui. Et en fait, pour pouvoir réduire ses consommations, il faut mesurer et comprendre en temps réel. Quand on installe Calisteo dans un site, c'est un peu le Big Brother de l'énergie. On voit absolument tout ce qui se passe. Et en fait, quand on a l'information, on peut ensuite faire de la réduction. Ouais. Alors, vous proposez une solution qui s'appelle Médée, qui vient d'être primée par la région Sud PACA, prix d'excellence de la planification écologique. Alors, il y a quoi de particulier avec Médée? En quoi c'est une brique supplémentaire? En quoi c'est différent de ce que vous faites déjà? Alors en fait, Médée a ajouté de l'innovation dans notre technologie qui existait déjà. Donc on avait déjà développé notre système de mesure intelligent. Et avec Médée, on a travaillé sur de l'IA pour en fait pouvoir en temps réel piloter les sites. Donc grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle basés aussi sur tout le track record de projets qu'on avait réalisé par le passé. On a la capacité, en fait, de prédire la consommation en fonction de différents paramètres d'influence, de récupérer des informations sur le process reliées aux consommations d'énergie. Et grâce à ça, en fait, on va beaucoup plus loin que ce qu'on faisait avant. Ouais. Il est destiné d'abord, d'ailleurs, vos principaux clients à des sites industriels? Alors c'est un choix qu'on a fait, c'est qu'en fait les sites industriels sont des grands consommateurs d'énergie. Il y a des grands enjeux d'économie d'énergie dans l'industrie, notamment en France, mais aussi à l'international. Et nous, on a décidé vraiment de travailler dans les sites industriels. On travaille particulièrement dans les usines d'incinération, les stations d'épuration, l'agroalimentaire,
Voilà, donc en fait, on a vraiment des secteurs industriels de prédilection dans lesquels on est très différencié. Ouais. Avec ce chiffre, vous le disiez, l'industrie française, alors c'est vrai dans plein d'autres pays, ça représente autour de 20% des émissions de gaz à effet de serre, 78 millions de tonnes par an. Si on rentre dans le détail, vous avez évoqué les économies possibles. C'est une moyenne, évidemment, en fonction des sites, en fonction de la vétusté des sites, on va pouvoir faire plus ou moins d'économies. Alors, j'oserais dire que c'est aussi en fonction des pays, puisqu'en fait, en France, on fait entre 10 et 20%. Quand on va à l'international, et notamment au Moyen-Orient, on peut atteindre 40-50%. Aux États-Unis, où on est sur des pays qui sont, on va dire, moins en avance que la France en matière d'économie d'énergie. Et en fait, ça va aussi dépendre de la maturité des clients et est-ce qu'ils ont déjà travaillé sur la gestion de leurs énergies ou non. Si c'est un client qui est très mature, qui a beaucoup travaillé, on va faire forcément moins d'économies. Si c'est un client qui se lance dans une démarche RSE, alors là, il y a beaucoup d'économies à faire. On parle beaucoup, et heureusement, de relocalisation industrielle. Alors c'est intéressant parce que si on relocalise, c'est OK, mais en polluant beaucoup moins qu'avant. Alors vous intervenez ou pas dans des contextes comme celui-là? Parce que si on crée une nouvelle usine ou si on recrée une usine, on va cocher toutes les bonnes cases des économies d'énergie, forcément? Oui, alors c'est vrai qu'il y a à la fois l'enjeu de pollution, puis il y a aussi l'enjeu de consommation énergétique, puisqu'on a des process industriels pour lesquels la facture énergétique a un vrai impact en fait sur la rentabilité du site. Et donc consommer 10 ou 20% de moins dans une période où il y a une certaine volatilité des prix de l'énergie, c'est quand même très important. Et là, on voit en fait un groupe industriel pharmaceutique avec lequel on travaille qui relocalise sa production en France, qui donc la délocalise d'Australie en France, qui donc construit de nouveaux bâtiments et qui va nous intégrer dès le départ. On est dans son cahier des charges pour justement, dès le départ, à la conception du bâtiment, maîtriser ses énergies. Je reviens sur ce prix que vous avez, que la région Sud vous a délivré. C'est quoi? C'est un soutien financier? Parce qu'on voit bien que l'ambition de Callisteo, elle n'est pas seulement française, et elle est déjà, c'est même pas une ambition, factuellement vous êtes déjà à l'international. Donc qu'est-ce que ça représente quand même l'ancrage local? Alors, quand on développe une innovation, une entreprise innovante, l'écosystème dans lequel on est, dans lequel on vit, dans lequel on se développe est très important. Et dans notre cas, la région Sud a été un grand soutien pour Callisteo, puisqu'on a eu plusieurs projets d'innovation financés par la région, donc MEDE étant le dernier projet en date. Et la région Sud, aujourd'hui, est vraiment un catalyseur, elle permet aux entreprises innovantes de se développer plus vite grâce à différents mécanismes qui sont mis en place. Ça veut dire que vous ne pourriez pas forcément innover autant sans avoir le soutien de la région? On ne pourrait pas innover autant sans avoir le soutien de l'écosystème dans sa globalité, la région en faisant partie, puisqu'une entreprise innovante a besoin d'être supportée financièrement aussi. Parce que la R&D, c'est quel pourcentage de votre chiffre d'affaires aujourd'hui? Aujourd'hui, on consacre à peu près 30% de notre chiffre d'affaires à la R&D. Donc ça fait quand même beaucoup. Oui. Ouais. On doit de toute manière, on est dans un environnement extrêmement concurrentiel et on doit continuer à être à la pointe de l'innovation. Vos principaux concurrents étrangers, ils sont où? Parce que vous disiez, il y a des pays qui sont moins matures que nous. Alors nous, nos principaux concurrents étrangers, ils sont plutôt aux États-Unis et en Chine. Parce qu'en Chine, on voit quand même pas mal d'innovations sur les consommations d'énergie. Oui, évidemment. Les Chinois ont bien compris que c'était un enjeu environnemental et économique très important. Alors, on était sur l'échelon, c'est intéressant, il y a l'échelon régional, l'échelon international, et puis cet échelon européen aussi. Et je voudrais qu'on parle de la nouvelle directive européenne, qui est l'un de nos thèmes de prédilection dans Smart Impact depuis plusieurs mois, la CSRD, qui impose petit à petit à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, un bilan extra-financier. Est-ce que vous en voyez déjà les effets sur votre activité? Vous voyez ce que je veux dire? Des entreprises qui se disent « Ok, il va falloir qu'on remplisse la CSRD, donc il faut aussi qu'on améliore notre consommation d'énergie. » Oui, alors en fait, on le voit, je dirais, depuis le deuxième semestre 2024, où en fait, on a pas mal de clients qui, dans le cadre de la CSRD, lancent des projets. Alors on le voit plutôt dans les grands groupes. Les PME sont pour l'instant un peu plus en retard, ils font souvent un peu les choses plus tard que les grands groupes, mais les grands groupes anticipent beaucoup. Et là, on travaille sur des projets notamment internationaux dans le cadre de la CSRD.
on l'a entendu, plusieurs voix qui s'élèvent en Europe, en France aussi, pour appuyer sur le frein, pour assouplir le calendrier de cette CSRD. Qu'est-ce que vous en pensez ? En fait, je pense que c'est compliqué de contraindre les entreprises en plus qui sont déjà face à des challenges de développement dans une économie qui est peut-être en ce moment un peu compliquée. C'est vrai que nous, on voudrait que le calendrier ne soit pas assoupli. Oui, parce que c'est un accélérateur de business, Voilà, pour vous, on l'a bien compris. Mais je peux comprendre que les contraintes réglementaires qui posent sur les entreprises et qui pèsent aussi sur sur ma propre entreprise soient quand même parfois compliquées à gérer quand on les confronte avec la réalité économique. Un exemple de contrainte réglementaire qui vous freine, ou vous avez le sentiment qu'elle vous freine ? Nous, en fait, on est une entreprise à impact. Ouais. Donc, en fait, ça ne va pas nous freiner, mais on a des fortes contraintes RSE, comme les autres entreprises, même en matière de production. Voilà, donc c'est vrai qu'on est content de produire en France, etc., avec des fournisseurs locaux, mais ça demande quand même finalement plus de travail de chercher la production de produire un produit à impact, si plutôt on se disait on va délocaliser la production en Chine, par exemple. La CSRD, elle va vous concerner, pas vous concerner, indirectement ? Non, indirectement. Oui. Nous, on est encore un peu petits pour être concernés. C'est ça. Et dernière question, il nous reste une petite minute. Est-ce qu'il y a un levier évident, plus facile à activer celui qui ressort le plus souvent quand vous sortez de la phase d'audit, quoi. Vous avez posé les boîtiers, il y a les données qui reviennent. C'est quoi le levier le plus efficace ? Alors le levier le plus efficace, c'est de chasser les consommations quand il n'y a pas de production, de dire zéro production, zéro consommation. Ouais. Alors ça, c'est possible que dans les sites qui ont des arrêts de production, mais ça, c'est le levier le plus efficace, c'est de faire pas de consommation quand on ne produit pas. Sur les sites qui sont en consommation, en production continue, à ce moment-là, on va plutôt comparer la performance des lignes industrielles et prendre la plus performante et appliquer les bonnes pratiques aux autres process. Merci beaucoup, Élodie Bondy, et à bientôt. Merci à vous. Sur Be Smart for Change. On passe à notre débat, la pollution plastique au programme. Comment agir contre la pollution plastique ? C'est le thème de notre débat avec Marie Marchand-Pilard. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes doctorante en droit de la santé et environnement et vous travaillez pour l'association Entreprises pour l'environnement. Et puis avec nous en duplex, Richard Sampéré, bonjour. Bienvenue à vous, vous êtes chercheur au CNRS et à l'Institut méditerranéen d'océanologie. On va peut-être commencer, vous avez publié une étude avec Entreprises pour l'environnement sur cette pollution plastique. On va commencer par le constat, c'est combien de tonnes produites chaque année dans le monde ? Alors aujourd'hui, on a pu constater effectivement que en l'espace de 70 ans, on est passé de 2 millions de tonnes produites par an dans le monde à 438 millions, et ça c'était les chiffres de 2018, et ça continue d'augmenter. Donc clairement, c'est un enjeu puisque au-delà du nombre de tonnes de plastique produits, on sait que 98% des plastiques sont issus de matières fossiles, et que les plastiques ont un impact sur l'environnement et pas uniquement juste les déchets plastiques. Il faut vraiment insister sur le fait que c'est sur l'ensemble du cycle des plastiques, de la production, du transport, de l'utilisation. Et donc, oui, le simple fait de les produire, c'est déjà une aggravation du bilan carbone. Mais alors sur les déchets, on a trouvé ces chiffres en 20 ans, la production annuelle de déchets plastiques, parce qu'il y a une grande partie de ces plastiques qui finissent en déchets, elle est passée de 180 millions de tonnes à plus de 350 millions de tonnes en 20 ans, quasiment x2 en 20 ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on reste sur ce constat, ils sont toujours indispensables dans une foultitude de secteurs, les plastiques ? Alors exactement. En fait, c'est que aujourd'hui, les plastiques, du fait de leur coût et de leurs propriétés remarquables, ils ont permis des évolutions technologiques majeures et restent indispensables dans des secteurs qui sont aujourd'hui essentiels pour les sociétés humaines. Et je pense notamment à la santé, les transports, la construction et même le textile. Par contre, effectivement, la question, elle peut se poser dans d'autres secteurs, d'autres usages, puisqu'en plus, un même plastique, en fonction des utilisations, n'a pas le même impact sociétal, est-ce que finalement, ils sont essentiels pour les sociétés humaines. Et c'est plus sur ces plastiques-là que la question va se penser, et d'autant plus qu'on sait qu'aujourd'hui, 35 à 40% des plastiques qui sont produits sont à usage unique et à courte durée de vie.
Et je crois même que c'est 81% des plastiques qui auraient une durée de vie de moins d'1 an. Ouais. Richard Sempéré, vous aviez publié il y a un peu plus d'1 an une tribune dans Libération sur ce thème, puis c'est l'un des objets évidemment de votre expertise de chercheur. Il y a un impératif d'action, sauf que là on a le sentiment quand on fait ce constat qu'il n'est pas tellement partagé cet impératif. Votre avis? Écoutez, je pense qu'on a passé un cap, c'est-à-dire que maintenant tout le monde est persuadé de l'ubiquité de ces fragments de plastique qu'on retrouve à peu près dans tous les environnements de la planète. Ça a été dit plusieurs fois, dans l'océan, sur la Terre, dans des continents aussi élevés, enfin aussi éloignés que l'Antarctique, l'Arctique. Donc maintenant, il y a une prise de conscience, c'est indéniable. Où il y a toujours un problème, c'est sur les actions qui doivent être menées pour limiter la production de plastique, tant au niveau de l'industrie qu'au niveau des habitudes, au niveau des sociétés, par les populations dans l'ensemble des pays. Donc c'est plutôt sur ce point-là qu'il y a des actions à mener. Mais la prise de conscience, maintenant, il me semble qu'elle est générale. Oui, mais ma question, c'était ça. C'est les actions qu'on ne voit pas pour l'instant suffisamment, en tout cas, se mettre en œuvre, Richard Sempéré. Oui, absolument. Absolument. Il y a effectivement, je vous dis, nous, notre rôle de chercheur, c'est de mettre en évidence la présence de microplastiques, notamment, ou de nanoplastiques, ou de tous les additifs dont on ne parle pas assez, qui sont ces molécules chimiques que l'industrie ajoute dans la production de plastique, qui ont des effets délétères, comme les phtalates ou les biphénols ou d'autres composés chimiques qui sont toxiques, qui sont ajoutés à la production pendant la production de plastique. Donc maintenant, on sait qu'il y a cette distribution très large, mais il n'y a pas encore de prise de décision économique, politique. D'ailleurs, on a vu que les accords récents ont échoué à Busan en Corée et qu'il n'y a pas eu de prise de position qui était ferme pour limiter véritablement la production de plastique. Ouais. Et d'ailleurs, c'était à la fin du mois de décembre dernier, l'ADEME a publié une étude qui va dans le sens que vous nous dites l'une et l'autre, c'est-à-dire on trouve des microplastiques un peu partout, dans nos campagnes, dans nos vignes, dans tous les terrains agricoles, nos vergers, nos forêts, sans parler des nanoplastiques qui là sont retrouvés dans le corps humain. Parmi les solutions que vous proposez, vous disiez tout à l'heure, il y a des secteurs où peut-être les plastiques sont moins indispensables. C'est là qu'il faut agir prioritairement, d'après vous ? Non, en fait, je pense que, justement, la question des plastiques, elle est extrêmement complexe, parce qu'on l'a dit, il y a vraiment une ubiquité des plastiques dans l'environnement. Et surtout, comme on le disait, l'impact des plastiques, c'est vraiment pas que les déchets. C'est la production, l'utilisation, le transport. Donc, en fait, c'est dans tous les secteurs, en fait, qu'on peut agir. Puisque dans les secteurs où, effectivement, les plastiques sont peut-être jugés moins essentiels, il peut y avoir des raisonnements sur, finalement, comment réduire l'utilisation de ces plastiques. Est-ce que j'en ai vraiment besoin et quels pourraient être les autres modes ? Donc, par exemple, on a certaines entreprises, notamment Kering, qui réfléchit, qui a déjà commencé à mettre en place une politique de zéro emballage plastique à usage unique et de réfléchir, par exemple, aussi au réemploi. Puisque l'idée n'est pas aussi de remplacer les plastiques par un autre matériau avec des impacts sanitaires et environnementaux qui peut être équivalent. Je pense notamment aux pailles plastiques qu'on a remplacées par des pailles en papier. Aujourd'hui, on retrouve des PFAS dedans. Donc la question aussi se pose. Mais par contre, pour effectivement les autres secteurs où l'usage du plastique il est essentiel, il y a aussi des leviers d'action. Puisque là, on peut réfléchir sur la conception des plastiques en se disant, OK, on en a besoin pour le moment, mais déjà à terme, réfléchir à éventuellement des matériaux alternatifs. Et sur le plus court terme, réfléchir sur la manière de réduire l'impact environnemental et sanitaire de ces plastiques, tout en gardant finalement les mêmes propriétés à ces plastiques. Mais du plastique responsable, ça a du sens, ça ? Alors ça, c'est une question effectivement assez large. Plastique responsable, en fait, tout dépend ce qu'on va entendre par là. Comme je disais, ça peut être tout simplement effectivement de réduire, d'améliorer en fait l'impact environnemental sanitaire des plastiques. Donc effectivement, pour justement les secteurs, comme je disais, où le plastique il est essentiel, c'est vraiment regarder l'ensemble du cycle de vie des plastiques et de se dire comment à chaque étape je peux réduire cet impact environnemental et sanitaire aussi, puisque effectivement, comme l'a dit Richard Sempéré, on trouve énormément d'additifs, donc c'est aussi identifier tous ces additifs, ceux qui sont plus préoccupants, et finalement, est-ce qu'on en a besoin et comment les réduire ? Vous avez dirigé, Richard Sempéré, le laboratoire microbiologie, géochimie du campus de Lumini à Marseille. J'imagine que vous avez réfléchi sur ces questions d'alternatives, de plastique, de bioplastique, de plastique responsable. Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est un leurre ?
Excusez-moi, je ne vous ai pas bien entendu. Oui. Sur ces questions de plastique responsable, est-ce que pour vous c'est possible? Est-ce que c'est un leurre de se dire on va produire un plastique qui sera biosourcé, moins polluant, etc., etc. Écoutez, je pense que sur ce problème, en tout cas, il faut agir dans toutes les directions. Et je dois dire qu'on n'a pas trouvé de solution idéale pour l'instant. Mais il est clair qu'il faut agir. Je rappelle aussi que les effets délétères du plastique agissent en tant que particules, microplastiques ou nanoplastiques ou les additifs organiques qui sont toxiques. Mais il ne faut pas oublier non plus l'impact qu'il peut y avoir sur, comme cela a été dit, les plastiques sont en grande partie, en très grande majorité produits à partir des fuels fossiles. Donc il y a un effet également sur la production de CO2. Il y a 10 à 13% qui sont du CO2 sur les 570 milliards de tonnes de CO2 qui sont émis dans l'atmosphère. Il y a à peu près 10 à 13% qui sont émis par la production de plastique ou par l'incinération des déchets plastiques. Donc on voit bien que la problématique du plastique concerne le plastique en tant que tel, mais également ça concerne également la production de CO2 et donc le climat de la planète. Donc on peut jouer sur, effectivement, comme cela vient d'être dit, sur des habitudes à changer, sur des nouveaux matériaux. Il y a des matériaux biosourcés qui ont des propriétés intéressantes. Ce qu'il faut voir, c'est que les propriétés intéressantes qu'on pourrait avoir avec le plastique, c'est le côté biodégradable. Parce que la particularité, l'effet nocif du plastique, c'est sa dégradabilité qui est très longue dans le temps, plusieurs centaines d'années parfois. Donc, en fait, l'effet négatif du plastique est en grande partie lié à son intérêt. Et la raison pour laquelle il a été produit, c'est que c'était un matériau qui était inerte et qui se dégradait très lentement. Donc il y a certains matériaux plastiques qui doivent être explorés et qui se dégradent plus rapidement. Donc il faut qu'ils soient biodégradables et il faut aussi qu'ils soient plutôt biosourcés. Ouais. Effectivement, parce que si on produit des matériaux qui ne sont pas biodégradables et produits à partir de fuels fossiles, c'est pas très bon pour la planète, on peut le comprendre. Ouais. Mais Marie Marchand-Pilard, le problème de ces plastiques, on a traité ce thème-là il y a quelques semaines dans l'émission, de ces plastiques biodégradables, c'est qu'ils peuvent contribuer à la prolifération des nanoplastiques dont on parlait, et avec malgré tout des particules nocives à l'intérieur. Donc je vois bien qu'il n'y a pas de solution simple, quoi. Il n'y a pas de solution évidente. Oui, complètement, effectivement. C'est pour ça que justement, les conclusions en fait, de ce rapport qu'on a fait, que vous avez ici, justement, à Entreprises pour l'environnement, avec une quarantaine d'entreprises, c'était vraiment ce constat-là. C'est que finalement, il n'y a pas du tout de solution unique. Et comme vous le dites, effectivement, les plastiques, déjà les plastiques biosourcés, se posent la question aussi finalement de la compétition qu'il va y avoir avec d'autres besoins aussi sur justement toutes les matériaux biosourcés. Et puis aussi, comme vous le dites, sur les plastiques biodégradables, se pose la question de leur impact sur l'environnement quand ils se dégradent. Donc c'est pour ça que c'est vraiment sur l'ensemble du cycle de vie qu'il faut regarder. Et quand on réfléchit justement à des matériaux alternatifs ou même à un plastique alternatif, il ne faut pas juste se contenter effectivement de regarder l'utilisation qu'on est faite, mais finalement, quel va être son impact sur l'ensemble de son cycle de vie? Est-ce qu'il va être moindre? Et si oui, quels vont être les avantages? Et puis aussi, est-ce qu'il répond finalement aux mêmes besoins? Est-ce qu'il y a, alors la question elle est trop générale, je m'excuse, mais est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus avancés que d'autres, qui prennent ce problème à bras-le-corps? Parce qu'on a bien compris qu'il n'y avait pas de solution simple et qu'il n'y a pas de solution rapide qui soit viable, parce qu'il y a une telle prolifération et utilisation partout du plastique dans notre vie et dans notre économie qu'on ne peut pas l'arrêter du jour au lendemain. Mais est-ce qu'il y a des secteurs qui sont plus avancés que d'autres? Alors, ce qu'on a remarqué, donc nous, chez en tout cas, parmi les entreprises membres de PE, qui représentent surtout des entreprises du CAC 40 et du SBF 120, c'est qu'elles ont déjà commencé à agir. Elles n'ont pas forcément attendu la réglementation, elles ne se sont pas concentrées uniquement sur les déchets. Certaines vont effectivement peut-être être plus en avance que d'autres, et je pense notamment au secteur des déchets, où là, effectivement, ils ont vraiment commencé à prendre à bras-le-corps cet enjeu, aussi bien sur comment améliorer la collecte et le recyclage des déchets, mais aussi, et certaines entreprises, je pense par exemple à Paprec, sur, en amont, comment accompagner les entreprises pour justement, par exemple, la fabrication des emballages plastiques, et comment réfléchir dès le moment de la fabrication à la fin de vie des plastiques. Puisque ça aussi, c'est un énorme enjeu. Et finalement, un plastique qui est normalement recyclable, en fonction de tous les additifs
uniquement marketing pour certains, qui vont être ajoutés. Finalement, le plastique, il ne peut plus du tout être recyclé à la fin. Donc, c'est un peu déjà cette démarche de prise de conscience, d'accompagner les entreprises en leur expliquant, finalement, ce n'est pas aussi simple que ça. Et comment vous pouvez construire votre emballage tout en répondant finalement à votre cahier des charges. Donc on a déjà ce secteur qui est assez actif aussi, mais bien d'autres aussi. Merci beaucoup. Merci à tous les deux ici en plateau et en duplex. On passe tout de suite à notre rubrique Prêt pour l'impact. Prêt pour l'impact, c'est la question que je pose chaque semaine à un ou une chef d'entreprise, une personnalité qui compte dans l'économie française. Et pour cette interview de 30 minutes, j'accueille aujourd'hui Thierry Blandinière. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci de l'invitation. Le président d'Invivo, avant de présenter le groupe, peut-être une question très générale sur le sens de ce mot. Impact, parce qu'il y a plein de façons de l'intégrer et finalement d'en faire un objectif. Absolument. Pour nous, l'impact, c'est un plan de transformation des métiers, de l'agriculture et des filières. Ouais. Et c'est une dynamique positive, en montrant que dans les transitions, on peut avancer sur la productivité et répondre aux grands enjeux sociétaux, environnementaux et délivrer des résultats financiers en conformité avec ce que veulent nos actionnaires. Ouais. Invivo, c'est les chiffres de la fin du mois de juin dernier, près de 15 000 collaborateurs, un chiffre d'affaires de 11 milliards 700 millions d'euros, plus de la moitié de ce chiffre d'affaires en France. D'ailleurs, ça se retrouve dans les sites industriels, 92 sites industriels, dont 65% en France. Il y a plusieurs piliers. Et si on fait une présentation générale, c'est quoi les grandes activités, les grands secteurs d'activité d'Invivo ? On peut considérer qu'on a 4 verticales. Ouais. La première verticale, c'est qu'on est des traders, enfin négociants internationaux de céréales. On est le premier négoce de grains européen. On exporte dans le monde entier les grains européens, principalement les grains français, à destination, pays d'Afrique, et puis aussi Moyen-Orient et Chine. Je rappelle qu'1 tonne sur 2 de blé produite en France est exportée. Donc on exporte la moitié pays tiers, et c'est Invivo qui vend pratiquement 100% de cette exportation du blé français. D'accord. Donc on a une vraie mission aussi vis-à-vis des agriculteurs, c'est de pouvoir trouver des solutions de commercialisation de la production de la ferme France. Ouais. Donc ça, c'est un engagement très fort, c'est notre mission, au-delà des résultats économiques. On a une vraie mission et c'est une question de souveraineté. Si on n'était pas là, ce serait des groupes internationaux qui feraient du trading de céréales en France. Ce ne seraient pas les mêmes conditions pour les agriculteurs français. Ouais. Donc ça, c'est notre mission. Premier pilier. Deuxième pilier, c'est l'agriculture. Donc on est là pour apporter des solutions. On vend des intrants aux agriculteurs, des semences, des phytosanitaires aussi, et puis des engrais. Tout ça pour produire plus et mieux et durable. On y reviendra sur cette nouvelle agriculture, notamment durable, qu'on souhaite promouvoir. Et puis, donc, on collecte le grain et ensuite on le commercialise, soit via notre négoce international, soit dans les filières industrielles françaises et européennes avec des clients qui sont dans la première, deuxième, troisième transformation. Troisième pilier, l'agroalimentaire. Donc on est dans la première transformation, on est le premier malteur mondial. On a 40 sites dans le monde. Et donc nos principaux clients, ce sont les grands brasseurs que vous connaissez. Donc quand on boit une bière, il y a souvent Invivo à l'origine, quoi. Une bière sur 3 dans le monde, c'est Invivo qui est derrière. Et je vais même plus loin, 2 whisky sur 3 en Écosse, c'est un savoir-faire de malteur Invivo, notamment en Écosse. Bon, à consommer avec modération, il faut bien évidemment, mais aujourd'hui, vous savez que la bière sans alcool est un marché qui se développe beaucoup. C'est vrai. Et c'est très bien pour le malt, parce que pour du goût, dans une bière sans alcool, il faut mettre de plus en plus de malt. Donc c'est très positif pour nous, c'est très positif pour la consommation. Donc là, on a vu 3 piliers, il nous en manque un 4e. Alors dans le 3e pilier, il y a toujours donc, la transformation des céréales, donc du blé. Donc on est le premier meunier français. Et aussi on est le premier transformateur de boulangerie en boulangerie industrielle. Donc les baguettes, plus les croissants, les pains au chocolat, exportés dans le monde entier. On est présent aussi dans le vin. Donc on a une filière Viti, donc avec une marque qui s'appelle Cordier, qui est à Bordeaux. Voilà. Et puis le 4e pilier, c'est la distribution, où on est présent en distribution dans le jardinage, en fait, avec des enseignes comme Jardiland, Gambert, et puis des boulangeries aussi artisanales. Bon, voilà, on a posé le décor en quelque sorte. Il y a une dimension coopérative. C'est un groupe en partie coopératif. Absolument. Ça veut dire quoi ? Alors, à la base, c'est une union de coopératives. Donc, les coopératives sont réunies pour mieux acheter et mieux vendre ensemble. Donc, nos actionnaires sont des coopératives françaises, c'est à peu près la moitié de la ferme France. Le conseil d'administration sont des présidents de coopératives, donc avec qui on travaille notamment sur des solutions. Et la mission d'Invivo, c'est d'apporter des solutions à ces coopératives adhérentes
pour leurs agriculteurs dans les grandes transformations. Donc ça veut dire qu'au-delà de la taille qu'on a décrite, l'important c'est les investissements que nous faisons dans le digital, dans la recherche, dans l'innovation, pour faciliter cette grande transition agricole. Et si je dis qu'il y a beaucoup d'agriculteurs français qui, par capillarité, sont vos actionnaires, c'est juste, quoi. Oui, c'est 200 coopératives et derrière, c'est 350 000 agriculteurs, donc c'est à peu près la moitié de la ferme France. Et s'agissant des céréaliers, c'est 90%. Oui, effectivement. Les céréales, donc l'année 2024, ça a été une année dure. Est-ce que c'est l'une des plus difficiles que vous ayez ? Oui, c'est incroyable, c'est la plus dure. Il faut remonter à, je crois, en 1983, mais on n'était pas du tout sur les mêmes périmètres à l'époque. Donc c'est du jamais vu. C'est quoi, c'est la météo ? La météo, donc le printemps très pluvieux et l'été très pluvieux. Fait qu'il y a une baisse de rendement considérable, de qualité et de rendement de 30 à 35%, ce qui est énorme. Ce qui nous pénalise surtout à l'exportation, puisque l'exportation étant la variable d'ajustement, ça veut dire qu'on a moins exporté de céréales. Ça veut dire qu'il faut qu'on trouve d'autres sourcing, origination donc, en Europe du Nord pour compléter et répondre aux attentes de nos clients à l'international. Mais du coup, ça a un impact considérable aussi sur le revenu des agriculteurs, ce qui implique aussi les tensions actuelles que vous vivez. Et justement, je voulais vous interroger là-dessus. Il y a une double dimension de la question. D'abord, est-ce que les aides promises, alors on sait bien qu'on est dans une grande période d'instabilité gouvernementale, bref, heureusement que les entreprises ne fonctionnent pas de la même façon, mais est-ce que les aides promises finissent par arriver ou commencent à arriver ? Oui, apparemment, alors j'ai pas tout le détail parce qu'il y a plein d'aides, il y avait une liste de, je crois, 80 points, un plan d'action. Je crois que la ministre de l'Agriculture a communiqué sur le fait que 75%, on a apporté 75% des réponses déjà. Forcément, il y a toujours un peu d'inquiétude parce que c'est pas encore complètement redescendu par le système administratif dans la ferme quelque part, mais tout ça, ça va dans la bonne direction. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, malgré les changements de gouvernement, on est toujours dans la même logique de vouloir appliquer ce qui avait été dit, notamment il y a 6 mois, avec la loi agricole, notamment, qui n'a pas été votée l'été dernier, qui devrait être votée assez rapidement. Mais les agriculteurs, ils continuent. Enfin, voilà, il y a quasiment tous les matins, enfin, en ce moment, je viens ici, j'écoute la radio, bon, il y a encore une action dans le sud, une centrale d'achat qui est bloquée. Bon, j'imagine que vous êtes solidaire mais est-ce que c'est le seul moyen ? Et moi, je me pose toujours cette question en France où on est parfois aussi un peu les rois de la manif et du blocage. Ouais. Alors, sur le sujet, c'était l'Europe, parce que vous rappelez-vous, en Allemagne aussi, ils ont manifesté, aux Pays-Bas, ils ont manifesté, donc il y a un énorme enjeu de surtransposition des normes par rapport au marché mondial. Et donc, ça crée un écart de compétitivité aujourd'hui qu'on ne peut plus absorber puisque le consommateur ne veut plus payer la différence de prix. Donc il y a vraiment un rééquilibrage économique à faire sur notamment les coûts de production. Et c'est un sujet européen. Alors forcément, la France est toujours plus sensible aux manifestations que l'Allemagne, mais l'Allemagne a manifesté. C'est vrai, vous avez raison. Oui. Mais bon, ça ne répond pas tout à fait à la question de le levier de la manif. Du alors blocage, après, vous avez plusieurs. Oui, mais après vous avez aussi des élections aujourd'hui à la Chambre d'agriculture. Donc vous avez fait une compétition entre différents syndicats. Donc forcément, il y a des postures en période de campagne électorale, mais pour autant, il y a une réalité qu'il faut traiter et rapidement au niveau des agriculteurs. Et notamment une réalité de rémunération des agriculteurs. On prendra le temps d'en parler. Sur ce pôle agriculture, vous avez mis en place, ça s'appelle Bioline by InVivo. Alors là, on rentre dans notre question prêt pour l'impact. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quel changement vous activez ? Alors, on essaye en tout cas de déployer, parce qu'on sait le faire déjà sur des fermes pilotes, à grande échelle, une agriculture de précision. C'est-à-dire utiliser moins d'intrants. Donc, moins d'intrants, ça veut dire moins d'achats pour l'agriculteur, donc du revenu, tout en garantissant le rendement optimum. Et pour ce faire, on travaille beaucoup sur les data agricoles, sur le digital notamment, donc avec des applications où maintenant l'agriculteur peut piloter sa parcelle au mètre carré près pour doser au bon endroit. La bonne dose d'eau ou d'intrants pour optimiser le rendement pratiquement au mètre carré. À partir de là, vous avez un impact qui baisse, c'est-à-dire quelque part, vous baissez de 30% l'utilisation des intrants et vous augmentez de 10% le rendement. Donc, vous avez un effet ciseau positif. Donc, c'est un schéma vertueux où, en baissant les intrants, vous êtes plus dans la modération. Et la modération, ça veut dire l'impact sur le climat est moins fort et en même temps, vous sécurisez le revenu de l'agriculteur. Ça, il faut le faire à grande échelle et c'est le projet aujourd'hui de Bioline. Ouais. Et vous le disiez tout à l'heure, vous fournissez des intrants, des produits phytosanitaires, et vous avez
monté un partenariat sur des engrais bas carbone. Ouais. Je crois que le consortium s'appelle Fertigae. Alors de quoi on parle? Fertigy, oui, Fertigy. Ouais, Fertigy, voilà, j'avais le pont. Mais ça, c'est un très bon exemple, parce que quand on parle de changement à l'échelle, là, on est dans le cœur du sujet. Ouais. C'est que quand on parle déjà de souveraineté alimentaire, il faut rappeler qu'on importe 100% de nos engrais. Sans engrais, vous n'avez pas de ferme France. Donc il y a un sujet de souveraineté. Donc ça veut dire qu'il faut relocaliser la production d'engrais en France. Donc ça, c'est notre moteur aujourd'hui. Donc ça, c'est en cours. Et ça, c'est activé avec la crise ukrainienne, enfin avec la guerre en Ukraine. Ça a été déclenché, mais bon, tout ça, c'est compliqué parce que c'est réinvestir sur des usines avec des capex considérables. Une usine comme Fertigy, c'est 1,3 milliard d'investissement pour 500 000 tonnes d'engrais. Je rappelle que le marché français, c'est 6 millions de tonnes, donc ça répond qu'à une partie. Okay. Mais on veut faire la démonstration sur le bassin nord avec cette usine que c'est possible de changer à l'échelle. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va reproduire de l'engrais en France, mais vert, à base d'électricité et plus à base de gaz. Donc dans le cadre du plan hydrogène France que vous connaissez, donc on va s'inscrire complètement dans ce schéma-là. Et donc on a poussé, nous, puisqu'on est off-taker, comme on dit, c'est-à-dire qu'on est capable de mettre 500 000 tonnes d'engrais dans cette usine. Ouais. Donc on peut garantir sur le long terme en fait, le fait de faire tourner cette usine. Pour autant, il faut mobiliser les financements pour cette usine. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Ils viennent d'où les financements? Alors cette usine, elle devait s'installer d'abord en Espagne. Okay. Fertigy. Donc en fait, c'est les financements espagnols quelque part et européens, donc des investisseurs qui sont mis autour de table, plus Univivo, on est une partie prenante, et d'autres industriels de l'agroalimentaire. Et on a considéré qu'il fallait la relocaliser en France, dans le cadre du programme Choose France. Donc elle est revenue en France. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, il faut que, comme c'est un pondéreux, l'engrais, il faut que ça soit produit sur le territoire, en proximité des utilisateurs. Donc le bon endroit, si vous voulez adresser le marché du nord de la France, c'est d'avoir une usine dans le nord de la France. Donc du coup, on a expliqué qu'il fallait effectivement venir en France, parce qu'on était les principaux clients. Les Espagnols, j'imagine. Mais non, parce que nous, en fait, les clients, c'était le marché français, parce que c'était les céréales. Donc on s'est rapproché en fait. C'était cohérent, quoi. Donc c'était cohérent. Ouais. Donc ils ont accepté. Donc du coup, on est en train de faire un tour de table, et donc là, c'est un enjeu d'1,3 milliard. Aujourd'hui, on a les autorisations. Elles devraient sortir de terre en 2032. Donc c'est quand même assez rapide, hein, quand on connaît un site Céveso aussi. Ouais. Donc sur 5 ans. Et donc avec cette usine, on a un impact considérable, c'est-à-dire qu'on pourra basculer, on verra après les prix, on va en parler, les écarts de prix entre l'engrais vert et l'engrais d'importation à base de gaz. Il y a un écart important qu'il va falloir réguler, mais on va pouvoir basculer à peu près 500 000 tonnes d'engrais sur un territoire. Ça veut dire derrière rapidement produire 3 à 4 millions de tonnes de céréales. Et avec 3 à 4 millions de tonnes de céréales, ce qu'on souhaiterait, c'est faire coter sur Euronext un blé vert premium avec un premium sur un prix, pour en faire une commodities verte. Ouais. Et donc, du coup, on enverrait un signal très fort au marché français et international. Ouais. Mais alors justement, la question du prix, parlons-en tout de suite, quoi. C'est parce que c'est vrai pour ce thème-là, mais c'est vrai aussi pour les produits bio en général. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas soutenus, on a bien vu le retournement des consommateurs depuis 2 ans, finalement, on n'avance plus, voire on recule. Ouais, donc c'est quoi? C'est une action politique, le levier, il est où, d'après vous? Nous, on a des chiffres assez concrets, si vous voulez, je peux vous les donner. Il y a un écart de 200 € la tonne aujourd'hui qu'il faut financer. Ce n'est pas l'agriculteur qui va payer, parce que si on veut changer à l'échelle, il faut basculer d'un coup, et donc que ça soit au même prix. On va tout faire pour que ça soit au même prix, c'est 500 000 tonnes, sur cet exemple concret. Et ensuite, il faut trouver des compensations sur 200 € la tonne. Alors, certains clients sont d'accord pour accepter une partie de tarifs, donc à peu près 30%. Et c'est ce qu'on veut faire aussi sur la cotation sur Euronext, donc 30% par rapport aux produits standards, donc nos tarifs. Ça, c'est acceptable. On n'est pas sur on est sur le commodities, hein, donc c'est pas une fois que vous transformez du blé dans la baguette, ça va correspondre à 1 centime, hein, ce que je vous parle, hein, pour bien comprendre. Hein. Donc c'est pas un enjeu considérable, mais en même temps, c'est important pour financer l'opération. Ensuite, il y a les aides publiques de la PAC, notamment, qui doivent être fléchés vers le blé vert, quelque part, qui doit nous aider à financer ce type d'opération. Et puis ensuite, il y a les fameux crédits carbone. C'est-à-dire qu'il va falloir qu'on arrive à bien valoriser les sols et démontrer que sur les céréales, c'est un puits de carbone potentiel. Et donc, à partir de là, ça génère des crédits carbone. Et la valorisation des crédits carbone, sous réserve que les prix soient revalorisés,
font partie de la solution. Ouais, ok. Alors, dans cette rubrique Prêt pour l'impact, il y a un principe, c'est que chaque semaine, l'invité pose une question à celui de la semaine d'après. Donc, on avait Guillaume Pépi, l'ancien patron de la SNCF, qui était notre invité. Il est aujourd'hui président exécutif d'ailleurs d'Emeis, l'ancien Orpea. Et il a donc, Guillaume Pépi, une question pour vous. La voilà. Bonjour Thierry Blandinière, je sais que vous dirigez un groupe InVivo qui est un géant européen de l'agro-industrie. J'ai envie de vous poser la question. On sait que d'ici 10 ans, un agriculteur sur 2 va partir en retraite. Alors comment on peut donner envie à des personnes de s'installer comme agriculteurs, d'entrer dans ce secteur-là, pour à la fois faire une agriculture nouvelle, probablement une agriculture plus saine, plus locale, et en même temps de nous permettre à tous de manger mieux. Merci. Et merci à Guillaume Pépi pour cette question, la question du renouvellement des générations chez les agriculteurs. C'est un enjeu très important. Ouais. Pour autant, quand on regarde l'histoire, il y avait beaucoup plus d'agriculteurs il y a 30 ans qu'aujourd'hui, et la production a quand même augmenté. Ouais. Donc la production n'est pas liée au nombre d'agriculteurs, elle est liée à la taille des exploitations. Et donc si demain on veut avoir des agriculteurs qui gagnent bien leur vie, il faut prendre en compte cette notion de taille d'exploitation en fonction des filières et des productions. Ouais. La France, on est plutôt un pays de petites ou moyennes exploitations. De moyennes, sauf dans les céréales où on commence à avoir des exploitations, 700 hectares, 1000 hectares, etc., donc, qui sont à l'échelle intéressante. Et donc ça veut dire que progressivement, on va avoir un regroupement encore des exploitations, donc qui seront plus grandes, voilà, et donc à partir de là plus compétitives. Et donc du coup, pour des agri-managers demain, qui sont des agriculteurs, ça sera des chefs d'entreprise. C'est déjà des chefs d'entreprise, mais encore plus des chefs d'entreprise qui géreront des comptes d'exploitation et donc qui pourront répondre aux attentes des consommateurs avec des filières structurées. Et donc, nous, mais à côté de ça, pardon de vous interrompre, mais on a des agriculteurs, et d'ailleurs ça fait partie des thèmes de mobilisation depuis un an, quoi, qui n'arrivent pas à vivre tout simplement de leur métier. Voilà, parce qu'en fait, on n'a pas une agriculture, on a des agriculteurs, et ça dépend des filières. Ouais. Donc, s'agissant des céréaliers, si je parle des céréaliers, on a déjà des tailles assez intéressantes d'exploitation qui vont être consolidées. Après, vous avez l'agriculture polyvalente, vous avez l'élevage, donc voilà, il y a plusieurs composantes. Donc, c'est des sujets. Donc ça, effectivement, chaque filière doit traiter son sujet, filière par filière. Moi, je vous parle des céréales. Les céréales, on est déjà organisées, donc avec des agriculteurs qui ont des grandes exploitations, mais qui doivent être consolidées. Et pour des jeunes, ça va être très intéressant de reprendre ce type d'exploitation, parce qu'ils vont devenir des vrais chefs d'entreprise à l'échelle française et même internationale. Ouais. Ça ne vous concerne pas directement, mais quand les produits, par exemple, de la marque C'est qui le patron, on est au cœur de cette question de rémunération des agriculteurs. Oui, mais ça, c'est le lait. Le lait, effectivement, avec une problématique qui a été réglée quelque part. Il faut peut-être féliciter aussi le fondateur de C'est qui le patron, qui a été un peu l'aiguillon, qui a fait que finalement la filière a bougé. Et aujourd'hui, je n'ai pas les chiffres en tête, les derniers chiffres du lait, mais apparemment, déjà, le revenu des producteurs laitiers s'est amélioré. Donc ça va dans le bon sens. On peut trouver des solutions. Cette interrogation sur l'avenir, vous l'avez évidemment pour toutes vos activités, mais notamment sur le pôle vin. Vous parliez de Cordier, je crois que vous l'avez réorganisé. Vous cherchez à le céder. Je n'ai pas bien compris. Vous en êtes où de ça? Vous voulez vendre le pôle vin? Non, enfin, on est en train de discuter avec la filière, de voir comment on peut structurer cette filière. On veut participer à la structuration de la filière. Pourquoi? Parce Elle est en danger, cette filière? Elle est en danger, puisque vous avez la consommation de vin rouge qui baisse. Et ça, c'est vraiment structurel. Et donc, il faut ajuster l'offre et la demande. Et donc, du coup, vous avez beaucoup d'outils industriels installés. Vous avez, par exemple, aujourd'hui encore 600 caves coopératives en France. Si vous prenez le sud-est, la région Méditerranée, vous en avez 300. Vous avez des petites caves coopératives, 2 par village. Donc tout ça, aujourd'hui, c'est plus compétitif. Donc nous, ce que l'on souhaite, en tant qu'Union nationale des coopératives aussi, c'est de mettre les gens autour de la table pour dire comment on s'organise pour structurer ces outils industriels, parce que les charges sont trop importantes. Donc nous, avec Cordier, notre mission, c'est ça. C'est aussi de participer, à dire, mais nous, on est prêts à s'associer avec d'autres, en majoritaire ou en minoritaire, mais on restera toujours présent, toujours un acteur, pour aider à la structuration. En fait, vous dites Big is beautiful? On est obligé de dire big et beautiful parce qu'en fait, parce que c'est comme ça. Il faut qu'on soit compétitif. Pour être compétitif, il faut qu'on fasse du volume et du prix, parce que le consommateur ne va pas payer 50% plus cher. Voilà. Après, vous avez aussi les niches rentables aussi qui nous permettent de différencier. Donc, c'est assez simple la stratégie. C'est soit vous avez de la différenciation avec des niches rentables, soit dans le volume-prix. Et au milieu,
vous êtes mort. Ouais, donc il faut grandir. On est un peu condamné à grandir. Mais est-ce qu'on peut améliorer son impact tout en étant de plus en plus grand ? On peut dire, oui, je vais avoir un levier plus important. C'est exactement ça. Je vais prendre l'exemple des Allemands, par exemple. Sur l'intégration, vous l'avez de l'Aix-la-Magne de l'Est, sur les Kopkos, la grande ferme. Ils ont complètement révolutionné. Ils ont fait une économie circulaire, notamment avec de la biomasse. Ils ont organisé tout ça. Ils ont un impact considérable. Et la ferme allemande a gagné en impact positif. Et Dieu sait si l'écologie est au centre du jeu en Allemagne, et donc ils ont réussi à produire plus et mieux et durable, à l'échelle avec un prix compétitif. Donc voilà, il faut s'inspirer de ce type d'exemple en France. Ouais. On s'appuie dans cette rubrique régulièrement sur une citation de notre invité. Alors, j'ai retrouvé dans une émission que vous aviez de Figaro TV en décembre dernier sur le Mercosur. Et on va ouvrir ce débat. Il faut raison garder. Le traité du Mercosur est un totem politique qui a été saisi pour que les réformes agricoles passent plus vite. Quand on aura discuté filière par filière, on devrait trouver des aménagements suffisants pour que chacun puisse s'y retrouver. Cela pourra passer par des compensations pour la filière bovine, par exemple, ou par des clauses miroirs qui sont sur le long terme la solution. Si je vous lis bien, vous dites que le Mercosur, il faut le signer. Il faut le signer avec des conditions de compensation pour certaines filières. Mais pour l'agriculture, c'est positif aussi, parce que par exemple, sur la filière viticole, ça nous ouvre des marchés en Amérique du Sud. Par exemple, le malt, aujourd'hui, que nous exportons, est taxé à 9% au Brésil. Ouais. Donc demain, si on ouvre le jeu du Mercosur, on n'aura plus cette taxe de 9%. Donc il faut regarder filière par filière l'impact. Et effectivement, il peut y avoir des filières qui pourraient être un peu pénalisées. Discutons des compensations possibles. Mais pour l'instant, c'est devenu un totem. Exactement. Politique, mais aussi syndical. C'est un totem politique, syndical, aussi bien sûr un combat aussi au niveau de l'Europe politique entre la gouvernance européenne. C'est un sujet de gouvernance européenne aujourd'hui, donc c'est plus large que les dossiers techniques. Voilà, mais je pense qu'il faut raison garder, comme je dis, je pense qu'avec le temps, tout ça va se décanter et on va trouver l'accord qui va convenir à tout le monde. Ouais. Est-ce qu'on peut à la fois être pour le libre-échange et pour les circuits courts ? Bien sûr, il faut marcher sur les deux pieds. Local, global en fait. Voilà. Le local, ça permet d'adresser consommation courante, les fermes, le circuit court, les marchés, tout ça, ça fonctionne bien, ça dépend des régions. Voilà, les régions très traditionnelles, avec une culture très traditionnelle, des filières traditionnelles, ça marche très bien. Et puis le global, c'est important, puisque notre force, en tout cas la France, c'est d'être un pays agricole reconnu mondialement. Et donc, ça nous permet aussi de déployer la ferme France, notamment à l'international, et d'exister, en fait, dans le monde. InVivo, il nous reste 4 minutes, ça passe trop vite, est devenue une société à mission depuis octobre 2020. La raison d'être, favoriser la transition agricole et alimentaire vers un agrosystème résilient en déployant des solutions et des produits innovants, responsables, en ligne avec les principes de l'agriculture régénératrice au bénéfice des agriculteurs et des consommateurs. Qu'est-ce que ça change de définir sa raison d'être ? C'est intéressant parce que cette émission, elle existe depuis 4 saisons à peu près. Il y a eu, je mets des guillemets, mais une mode de la raison d'être. J'entends beaucoup moins d'entreprises m'en parler ou s'en prévaloir aujourd'hui. Est-ce que c'était une mode ? Qu'est-ce que ça change ? Alors pour nous, ce n'est pas une mode, puisque dans le monde mutualiste, on est déjà des entreprises à mission, on va dire nativement quelque part, des coopératives. On travaille pour le bien commun. Donc pour nous, cette mission, ce n'était pas une révolution, on y était déjà de fait. Donc on a utilisé ce moment d'entreprise à mission avec la loi Pacte, on a participé à la loi Pacte avec Bruno Le Maire, c'était en 2017, à l'écriture de textes pour justement voir comment des filiales de coopératives qui n'avaient pas un statut coopératif pouvaient devenir des entreprises à mission alignées avec la maison mère, en l'occurrence InVivo avec l'Union nationale des coopératives. Donc c'est pour ça que nos filiales se sont transformées en sociétés à mission pour s'aligner aussi avec notre ADN historique. Qu'est-ce que ça a changé ? Je ne sais pas, par exemple, souvent j'entends dire que l'un des leviers les plus efficaces, c'est la direction des achats dans une entreprise. Qu'est-ce que vous avez modifié avec la définition de la raison d'être ? Parce que la raison d'être, c'est bien, mais ce qui est intéressant, c'est de voir ensuite les actions concrètes et les engagements concrets. Alors nous, on a par exemple un financement de notre crédit syndiqué avec un bonus-malus sur nos frais financiers liés à des engagements sur des impacts positifs. Donc on a été les premiers à signer ce type de financement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a une offre à impact positif qui a été définie et qui doit
progresser dans notre chiffre d'affaires. Chaque année, vous parlez du chiffre d'affaires de 11 milliards 500 millions d'euros. Chaque année, une partie du chiffre d'affaires doit basculer sur les offres à impact positif dans l'innovation que l'on propose. Chaque année. Là, on est à 30% du chiffre d'affaires et chaque année, on a l'objectif 5% par an, 10% par an, ça dépend des filières, pour attendre d'ici 2040 à 100% du chiffre d'affaires sur les offres à impact positif. Et donc, ça rentre dans le sujet des transitions agricoles. Ouais. Une agriculture régénératrice, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend en compte la qualité des sols. Trop longtemps, on est passé à côté. Là, on veut que les sols soient plus riches. Pour qu'ils soient plus riches, ça veut dire qu'il faut qu'on rentre dans un schéma de rotation de culture. Donc, pas faire simplement que du blé. C'est faire du blé, ensuite des légumineuses, travailler la qualité des sols, et puis que les sols soient enrichis naturellement. Et donc, à partir de là, on a aussi une qualité d'environnement et aussi une qualité de production. Parce qu'avec des sols plus riches, vous mettez moins d'engrais. Donc, du coup, vous rentrez dans un cercle vertueux. Et ça veut dire changer le mode de production historique. Ouais, mais c'est moins ambitieux que le bio. Ah, c'est plus ambitieux parce que ça sera plus ambitieux. À l'échelle. À l'échelle, c'est plus compliqué à faire. C'est-à-dire qu'il faut rapidement... parce que l'enjeu, c'est aussi de rester compétitif. C'est-à-dire que tout ça, on essaie de le faire au même prix. Alors que le bio, c'est juste pas possible. Parce que le bio, vous baissez les rendements à chaque fois de 30 à 40%. Oui. Mécaniquement, vous avez une hausse dans le prix. Voilà. C'est ce que nous, on essaye de maintenir les rendements pour maintenir le prix et régler l'équation développement durable et prix pour que le consommateur continue à acheter à un prix accessible. Donc pour vous, la solution, elle est là. Elle est là. Le bio, ça a été un peu le phare qui a aveuglé tout le monde. Le bio, ça fait partie de la solution, je l'ai déjà dit, mais il n'est pas que la solution. Donc, c'est une partie de la solution, c'est 5 à 10% de l'agriculture française, ce ne sera jamais 25%, comme ça avait été mis dans le Green Deal et la fameuse loi Pacte, notamment sur le Green Deal. Et donc, du coup, ça, il faut le changer, quoi. C'est la crise du Covid, la crise ukrainienne a bien montré que ce n'était pas un sujet, ce n'était pas la réponse, quoi. Ça faisait partie de la réponse. Voilà. Merci beaucoup Thierry Blandinière et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup. Smart Ideas avec Mathieu André Febrero, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le responsable du programme Donnez votre voiture chez Roule. On va évidemment détailler ce programme, mais présentez-nous Roule en quelques mots, c'est quoi? Alors en quelques mots, Roule, c'est un club automobile qui compte 1,5 million de membres et qui propose des garanties complémentaires à l'assurance automobile, qui propose de la protection contre le vol, un média et aussi des services solidaires, et notamment donnezvotrevoiture.org. Alors ce programme, de quoi il s'agit? Donnez votre voiture. Alors, si on revient un petit peu à la genèse du programme, il y a quelques années, la Fondation Roule a été sollicitée par des garages solidaires pour avoir des financements complémentaires. Et à ce moment-là, on s'est dit qu'on pouvait aider un peu plus cet écosystème de la mobilité solidaire. Donc on a créé avec la Fédération Solidar Auto, qui est une fédération de garages solidaires, une plateforme qui s'appelle donnezvotrevoiture.org et qui permet de mettre en relation des donateurs de véhicules avec ces garages solidaires. Et l'ambition, c'est de développer et démocratiser le don de véhicules. Oui, parce que j'ai découvert ce chiffre en préparant l'émission, 1 Français sur 4 est en situation de précarité mobilité. Alors, je vois bien ce que ça veut dire, mais si on rentre dans le détail, qu'est-ce qui fait que quelqu'un est en précarité de mobilité? Alors, il y a plein de facteurs différents. On le résume en disant qu'on est soit empêché définitivement, soit limité dans ses déplacements. C'est ça le principe de la précarité mobilité. Donc, on l'est soit parce qu'on habite dans un territoire rural plutôt sur lequel il n'y a pas de transport public et qu'on n'a pas de voiture. Et on n'a pas de voiture soit parce qu'on n'a pas le permis, soit parce qu'on ne peut pas se payer une voiture. Donc en fait, cette précarité mobilité, elle touche, selon le baromètre de WeMove qui est paru il y a quelques mois, 15 millions de personnes. Et même quand on rentre dans une logique plutôt d'insertion professionnelle, on estime qu'il y a un demandeur d'emploi sur 4 qui a déjà refusé une opportunité professionnelle parce qu'il n'avait pas de solution de mobilité. Ouais. On voit bien l'effet domino de cette précarité. Est-ce qu'il y a des critères pour être bénéficiaire de donner votre voiture? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Les garages solidaires font une vente ou une location de véhicules à tarif solidaire sur prescription des opérateurs sociaux, donc type France Travail, la mission locale, des centres d'action sociale ou d'autres acteurs d'insertion qui vont envoyer des bénéficiaires vers ces garages solidaires pour qu'ils puissent bénéficier de véhicules à tarif solidaire. C'est combien de personnes qui en bénéficient aujourd'hui? Alors je ne sais plus, vous nous l'avez dit, mais ça existe depuis...
Alors, les garages solidaires existent depuis très longtemps, Oui. mais Donnez votre voiture, la plateforme existe depuis 2 ans. Et il y a eu combien de bénéficiaires? Alors, on ne raisonne pas vraiment en bénéficiaires, d'accord. on raisonne plutôt en proposition de dons, c'est-à-dire le nombre de voitures qu'on a collectées. Donc, depuis 2 ans, on est à 1500 propositions de dons D'accord. sur tout le territoire, puisqu'on a à peu près 25 garages qui sont labellisés Donnez votre voiture. Et on peut estimer ensuite que ce soit en vente ou en location, on a environ un tiers de ces véhicules qui est effectivement remis en état et remis en circulation. Ça commence par quoi? Ça commence par une remise en état, j'imagine, puisque par Évidemment. le garage solidaire, la voiture, elle arrive parfois un peu brinque-ballante. Alors, ou... ça commence d'abord par un diagnostic, évidemment, avant même que le garage accepte la proposition. Oui, on ne lui va Parce pas que- accepter une épave. quoi. Évidemment. Ouais. Et c'est souvent la tendance un peu naturelle, c'est quand on a cette opportunité-là où qu'on découvre qu'on peut donner sa voiture, ça peut apparaître très vite comme un moyen de s'en débarrasser. Donc, en fait, les garages vont, une fois qu'ils sont mis en relation avec le donateur via la plateforme, vont prendre contact avec le donateur, faire un premier diagnostic à distance, éventuellement demander des photos, des compléments d'information, puis vont définir avec le donateur les conditions d'enlèvement. C'est-à-dire, soit ils vont aller chercher la voiture si elle ne peut pas rouler, parce que ça peut arriver, mais pour autant, c'est pas rédhibitoire pour une réutilisation. Et ensuite, quand ils récupèrent la voiture, ils vont la remettre en état, puis la mettre en vente ou en location, parce qu'on a les 2 types de propositions qui sont faites ensuite aux bénéficiaires, sur des niveaux de prix pour des ventes autour de 2000 € en moyenne, c'est ce qu'on constate. Et sur la location, on va être autour de 5 à 7 € par jour, mais sur des durées limitées. Puisque l'objectif, que ce soit dans la vente ou dans la location, c'est quand même d'être sur une solution transitoire. L'idée, c'est d'accompagner avec ce moyen des personnes en insertion professionnelle pour qu'ensuite elles acquièrent cette autonomie aussi de mobilité. Donc, éventuellement, financer une voiture un peu plus récente ou alors, si ils louent des voitures, de pouvoir s'en acheter une fois qu'ils ont une stabilité professionnelle. Merci beaucoup Mathieu, André Febrero. Et donc le site c'est donnezvotrevoiture.org. Merci et à bientôt sur Merci à vous. Be Smart for Change. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut!